va donc maintenant partir de nouveau pour 20 minutes avec l'accueil de Madame Stéphanie Ouépouya, qui est un tout petit peu moins loin que Québec, qui nous vient du LPPL à Angers, docteur en psychologie, professeur spécialisé, qui va avec nous sur une petite vingtaine de minutes nous parler des enfants sourds munis d'un implant cochléaire, retour sur les parcours de soins. On va reprendre la main. Et puis moi, je vais me décaler parce que j'ai l'impression que je suis en plein milieu de l'écran. Et comme je ne suis pas petit... Ah oui, je suis grand, on peut dire, je suis grand. Hein. Donc je vais me redécaler. Et je vous laisse 20 minutes. Bonjour, donc moi je suis Stéphanie Pouyaoué, donc je suis enseignante spécialisée au Centre Charlotte Blouin à Angers et je suis aussi docteur en psychologie cognitive et du développement. C'est une thèse que j'ai effectuée, à l'université d'Angers sous la direction de Christine Gau et Annick Veil-Barry. Donc dans le cadre de ma thèse, moi j'ai travaillé sur le fonctionnement de la mémoire de travail des enfants sourds avec un implant cochléaire. Donc pour cette présentation, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'implant cochléaire, ce que ça implique aussi pour les parents lorsqu'ils font ce choix de poser un implant cochléaire à leurs enfants. Et ensuite, je vais vous parler aussi un petit peu des parcours scolaires. Je vais vous proposer des exemples de parcours scolaires pour ces enfants implantés et en même temps, je vais les illustrer avec des résultats qui sont issus de ma recherche, notamment sur les performances en mémoire de travail de ces enfants sourds. Donc, je commence par l'implant cochléaire. Donc l'implant cochléaire, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif donc, électroacoustique qu'on va insérer... On m'entend pas bien? Si, c'est ça. Qu'on va insérer dans la cochlée et qui a pour fonction de restituer l'audition. Donc il est constitué de deux parties, une interne, une externe. Je vais y revenir un petit peu après. Il est souvent, donc on le préconise lorsqu'on a diagnostiqué une surdité profonde, et ça nécessite après un apprentissage de 18 à 24 mois pour acquérir une bonne perception de la parole orale, mais aussi pour avoir compris, associé à ce son qu'on entend, un sens. Donc ce dispositif, il est constitué de deux parties. Donc c'est ce qu'on appelle la partie interne. Donc elle va nécessiter une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Ça va être un petit récepteur qu'on va placer sous la peau derrière l'oreille et il va y avoir aussi une rampe d'électrode qu'on va insérer à l'intérieur de cette cochlée qui est l'organe de l'audition. Et ensuite, il y aura une partie externe donc, qui va se situer, il y a une partie qu'on va poser autour du pavillon de l'oreille qui va être constituée d'un processeur, d'un microphone et relié à une antenne qui, elle, sera à l'aide d'un petit aimant en lien direct avec la partie interne qu'on aura insérée sous la peau. Là, il y a une illustration, on voit un petit peu mieux comment est installé ce dispositif. Donc, il y a ce processeur vocal qui va convertir le son en signaux numériques. Ensuite, ces signaux numériques vont être envoyés à l'antenne, qui ensuite, l'antenne va le transmettre au récepteur qui se trouve sous la peau près de l'oreille. Et ensuite, ces signaux numériques vont être envoyés via cette rampe d'électrodes au niveau de la cochlée. Et ces électrodes qui vont remplacer en fait le rôle des cellules ciliées qui, elles, sont, lorsqu'on a une surdité profonde, détériorée ou non fonctionnelle. Et ensuite, tout ça va arriver au cerveau via le nerf auditif. Et ensuite, le cerveau fera son travail de décryptage, décodage, etc. Donc, depuis les années 80, c'est une technique qui est pratiquée donc, auprès d'enfants sourds profonds, c'est-à-dire la plupart du temps donc, qui ont une surdité congénitale, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais entendu, même dans le ventre de leur mère, ou alors on va proposer ça avant que le langage oral se développe, donc c'est-à-dire lorsqu'une surdité parvient vraiment très tôt. Et dans le but de favoriser le développement du langage oral. Donc, après le diagnostic de la surdité, la réponse de l'implantation cochléaire chez les enfants s'impose dans le discours médical comme une évidence. C'est souvent la proposition qu'on va faire aux parents. Il y a une instauration, depuis l'arrêté du 23 avril 2012, il y a une instauration d'un programme de dépistage dès la naissance, justement, pour pouvoir très tôt diagnostiquer cette surdité et ensuite proposer, si l'on souhaite, la pose de cet implant. Et si l'implant est accepté, cette opération a été préconisée donc très tôt, aux alentours de 10 à 12 mois,
parce que c'est le moment optimal, étant donné la plasticité cérébrale, et donc pour ensuite réussir à mettre en place le mieux possible un langage oral fonctionnel. Donc cette décision, elle n'est pas toujours facile à prendre. Elle relève la plupart du temps de l'autorité parentale, parce que lorsque l'enfant est tout petit, il n'est pas encore en capacité de décider pour lui, même si ça concerne son corps. Donc ça va être les parents qui vont faire ce choix. Il faut que cette décision soit la plus éthique possible, ou que les parents en tout cas soient le plus éclairés possible sur toutes les possibilités qu'il y a lorsqu'on découvre la surdité de son enfant. Donc il est recommandé en général d'expliquer toutes les différentes données techniques et scientifiques qui existent autour de cet implant qu'on va poser à leur enfant, les données cliniques objectives. Il est important aussi de leur expliquer les différents modes de communication qui vont permettre aux parents de choisir un projet éducatif linguistique. Est-ce qu'ils vont faire ce choix de faire un choix donc linguistique porté plus sur l'oral pour pouvoir communiquer à l'oral avec lui? Est-ce qu'ils vont faire un choix d'une communication bilingue, donc en utilisant la langue des signes? Est-ce qu'ils vont aussi faire ce choix d'utiliser du langage français parlé complété? Et il est quand même aussi important de leur expliquer que le niveau de langue obtenu va dépendre donc le niveau de langue orale ou signée va dépendre de l'utilisation qu'on va faire à son domicile, du seuil auditif de l'enfant, et si aussi des troubles associés vont apparaître ou seront déjà dès la naissance. Donc cette décision, elle va impliquer pour ces parents de vraiment s'investir énormément dans cette rééducation post-opératoire, parce que c'est une pièce clé dans le développement du langage oral. Donc bien souvent, si les parents ne sont pas sourds, ou s'ils n'ont pas déjà eu un enfant sourd, lorsqu'ils découvrent cette annonce, ils se retrouvent un petit peu dépourvus, c'est-à-dire qu'il faut accepter, accueillir cette annonce, et donc ils s'en remettent au jugement des personnes avec qui ils discutent. Donc ils expriment souvent cette idée qu'ils se sentent parfois même dépossédés de leur enfant, parce qu'en fait, on leur apporte tellement de nouvelles... on leur parle tellement de tout les possibilités qu'il y a à faire avec leur enfant, qu'en fait, ils n'arrivent plus à décider, et on a l'impression qu'on leur prend leur enfant. Cette pose de l'implant aussi, elle peut susciter pour certaines familles des interrogations, même parfois de la méfiance, parce qu'une opération, c'est jamais sans risque, et sur un tout petit, ça peut faire peur. Donc, pour certaines familles, certains vont refuser, parce que ils ont fait ce choix de langue des signes, ils n'ont pas du tout envie que leur enfant porte un implant, mais aussi, il y a certaines familles qui préfèrent attendre. Donc, parfois, le fait de proposer d'attendre, ça peut paraître comme une négligence de la part des professionnels qui rencontrent, parce que dans la littérature, on note que plus l'implantation est tôt, meilleur ensuite sera le développement du langage oral. Donc aussi, c'est une incitation peut-être à se dire qu'il va falloir poser tôt cet implant. Et puis aussi, on vit dans une société très médicalisée, avec beaucoup de techniques, et c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de résister aux effets d'une normalisation. Ensuite, après la pose de l'implant, quel est le protocole de rééducation? Donc, il y a de nombreux réglages avec une temporalité qui est très spécifique à chaque enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il va rencontrer une personne qui va régler cet implant, et pour voir comment il entend, est-ce que ça se passe bien et tout. Donc, cet enfant qui est petit, qui peut en général pas encore verbaliser, donc ça va se reposer essentiellement sur l'expérience aussi et la connaissance de la personne qui va régler cet implant, et il va voir aussi en fonction des réactions de l'enfant comment au mieux régler cet implant. Et ça peut prendre différentes au niveau de la temporalité, ça peut être très très variable en fonction des enfants. Ensuite, on va prescrire des séances d'orthophonie, ça c'est fondamental. Si ces séances d'orthophonie ne sont pas faites, on n'arrivera pas à mettre en place le développement de ce langage oral. Et puis si on remarque qu'il y a des soucis, après on peut orienter ces enfants soit vers un psychomotricien, soit vers un psychologue, parce que c'est pas rien quand même, on va introduire à l'intérieur de cette oreille de cette oreille un objet, un corps étranger, et ça peut être vécu un petit peu particulièrement pour cet enfant, même s'il ne peut pas tout de suite clairement le verbaliser, c'est quand même important qu'il puisse peut-être être accompagné par un psychologue. Et en fonction des régions, des établissements, il peut être aussi orienté vers un établissement médico-social, comme par exemple le centre Charlotte-Brun. Et il faut aussi avoir bien en tête que ce suivi, il est long, ça va être minimum 2 ans pour mettre en place un démarrage du développement du langage oral, et après même plusieurs années encore ensuite.
Donc, au niveau de la littérature scientifique, qu'est-ce qu'on note en ce qui concerne le développement du langage après une implantation? Donc, on note quand même que ces enfants développent plus rapidement le langage oral qu'un enfant appareillé d'une prothèse classique ou qu'un enfant qui a été implanté tardivement. On va noter aussi une grande variabilité interindividuelle avant même l'âge de 2 ans. Donc, dès le départ, à profil équivalent, on va avoir des courbes de développement qui peuvent être très différentes. On note aussi qu'ils développent de bonnes habiletés phonologiques, qu'ils ont de meilleurs résultats au niveau de l'apprentissage du vocabulaire, de la grammaire et de la lecture, comparativement à des enfants appareillés avec des prothèses classiques. Et on note aussi au niveau de leur perception audiovisuelle de la parole, donc une efficacité qui est variable selon leur récupération auditive. Donc meilleure est la récupération auditive, et plus ils seront auditifs pour la réception et la perception de la parole. Ils s'appuieront davantage sur l'audition. S'ils ont une bonne récupération auditive, ils s'appuieront davantage sur l'audition pour percevoir la parole, plutôt que sur le visuel, donc la lecture labiale. Au niveau de la littérature, en ce qui concerne le fonctionnement de la mémoire de travail, la mémoire à court terme, donc qu'est-ce qui se note? Donc, on note que ces enfants sourds avec un implant cochléaire rappellent moins d'éléments que leur père entendant pour des listes d'items verbaux écrits ou signés. On note aussi que ces enfants implantés ont la taille de leur empan qui varie. Donc l'empan, c'est une mesure, c'est une capacité, hein, c'est une mesure. On mesure combien on est capable de retenir un certain nombre d'informations en un court temps. Donc cet empan, il va varier en fonction du mode de communication qu'on aura choisi. Donc une personne qui aura été exposée à une communication dite totale, donc utilisation de l'oral, de la langue des signes ou du code, auront des performances en mémoire de travail moindres qu'une personne qui aura fait le choix d'une communication orale exclusive. On note aussi, comme pour le développement du langage, que l'âge de l'implantation et la durée de l'utilisation de l'implant est importante, c'est-à-dire plus on a été implanté tôt, meilleur on sera en restitution et en utilisation de cette mémoire. Et on note aussi que le niveau de la perception de la parole est important. Meilleure est cette perception de la parole, meilleur aussi, on aura des meilleurs résultats en capacité de la mémoire de travail. Ce qu'on note aussi, c'est que cette mémoire, elle va différer en fonction de la nature de l'information qu'on va mémoriser. Si on a une information plutôt verbale, c'est-à-dire retenir des mots ou des images qu'on doit après nommer, ou si l'information elle est plutôt du type visio-spatial, donc c'est-à-dire visuel, retenir le déplacement d'un point dans une grille par exemple. Et on note aussi qu'en fonction de différentes modalités de présentation, cette mémorisation peut varier. Et exactement aussi comme pour le langage, on peut observer une très grande hétérogénéité interindividuelle importante. Donc moi, de par mon expérience professionnelle, j'ai pu, dans les classes avec lesquelles et les enfants avec lesquels j'ai pu travailler, observer cette grande hétérogénéité. J'ai pu observer aussi des difficultés de mes élèves et me poser cette question en me disant que ce n'était pas seulement dû à leurs compétences langagières, mais aussi peut-être à cette mémoire singulière qu'ils avaient. Donc la mémoire, elle intervient dans toutes les activités cognitives, donc c'est vraiment... la mémoire au sens large, hein, donc il y a différents types de mémoire, là je ne vais pas tout expliquer, mais cette mémoire elle est importante dans toutes les activités cognitives, et d'autant plus cette mémoire de travail, cette mémoire à court terme, qui est très sollicitée chez les enfants lors des apprentissages scolaires. Donc la mémoire de travail, c'est cette mémoire à court terme, on demande de mémoriser une information sur un court temps, de la manipuler et ensuite de pouvoir la restituer. Donc c'est cette mémoire de travail en fait, qu'on sollicite beaucoup, nous, enseignants, spécialisés ou pas, lorsqu'on est en classe avec nos élèves, lorsqu'on apprend à lire, à écrire, à compter, etc. Donc dans le cadre de ma thèse, pour pouvoir répondre à ces questions, c'est-à-dire est-ce qu'ils mémorisaient mieux une information de nature verbale ou est-ce qu'ils mémorisaient mieux une information de nature visio-spatiale, etc., j'ai conçu des tâches de mémoire, donc originales. Donc j'ai conçu dans 2 modalités, donc la modalité verbale et la modalité visio-spatiale, et ensuite je les ai déclinées sous différentes conditions, donc des conditions où il n'y avait pas de son, juste des images, et ensuite donc, on leur proposait des images et ils devaient me redire les images qu'ils avaient vues, ou des points
qui se déplaçait dans une grille. Il devait mémoriser aussi le déplacement de cette pointe dans cette grille. Et ensuite, je les ai déclinés avec du son. Donc, par exemple, là, ils voyaient une fleur et simultanément, ils entendaient le mot fleur. Ou avec du codage, c'est-à-dire qu'ils voyaient l'image, ils pouvaient entendre le son et ils voyaient aussi la personne qui codait. Par exemple, là, c'était le mot fille. Et ensuite, j'ai retiré l'image et j'ai juste pour vérifier ils étaient capables d'utiliser le son avec le codage. Voilà. Donc, on a fait ça en modalité verbale et en modalité visio-spatiale. Ensuite, je les ai proposés à un groupe. J'ai recruté un groupe d'enfants sourds que j'ai comparé à un groupe d'enfants entendants. Et parmi ces groupes d'enfants sourds, il y a certains enfants que j'ai pu revoir plusieurs années après. Donc, certains que j'ai pu revoir 2 ans et un autre 1 an après. Donc, c'est ces études de cas que je vais vous proposer de vous présenter. Parce que là, je n'aurai pas le temps de vous présenter tous mes résultats. Il reste 5 minutes. Oui. Donc là, je vous ai proposé 3 cas, mais en fait, je vais surtout m'attacher sur 2 cas. Donc, une petite fille, Julie, et puis le dernier, le petit garçon Léon. Donc, des enfants sourds profonds qui ont été implantés, la petite fille Julie à 4 ans et 5 mois et le petit garçon avant 2 ans. Donc Julie, elle est dans une communication qu'on va dire plutôt totale, c'est-à-dire elle aura l'oral, du code et de la langue des signes. Et le petit garçon, lui, il est dans de l'oral exclusif au départ et ensuite il aura eu du code. Et ensuite, on a fait, à chaque fois que je les ai vus, à chaque session que je les ai vus, j'ai mesuré leur intelligibilité grâce à une échelle qui est normée. Et aussi, j'ai mesuré leur capacité de perception de la langue orale, c'est-à-dire est-ce qu'elle était meilleure à l'aide du code ou moins bonne à l'aide du code ou équivalent où il n'y avait pas de différence. C'est ce qu'on appelle, c'est le test du thermo. Donc voilà, donc Julie, c'était une petite fille qui a été au départ en maternelle, en inclusion totale, donc dans une école de proximité à côté de chez elle, et qui avait très peu de suivi orthophonique ou de façon irrégulière. C'était une famille qui était peu investie dans ce suivi, et elle était dans de la communication orale uniquement, et elle s'est trouvée assez rapidement en grande difficulté scolaire. Donc elle a été réorientée dans notre établissement en CP-CE1. Elle a été scolarisée en regroupement spécialisé dans une classe bilingue, où là on lui a proposé, pour qu'elle mette du sens en fait sur ce qu'elle apprenait, parce qu'elle ne comprenait pas grand-chose, donc on lui a proposé de se mettre à la langue des signes. Elle a été très motivée dans cet apprentissage, elle a fait beaucoup de progrès rapides. Et donc pendant ce temps où elle s'est appropriée cette langue des signes, elle a désinvesti un petit peu l'oral en attendant de pouvoir investir la langue des signes. Et ensuite, 2 années après où je l'avais vue, elle commençait à réinvestir l'oral. Au niveau de son intelligibilité et de sa compréhension, elle était compréhensible pour une personne qui était habituée à la surdité. Donc il fallait quand même prêter l'oreille pour comprendre ce qu'elle disait à l'oral. Donc quand on observe ces résultats, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de progrès en ce qui la concerne entre les 2 sessions où je l'ai vue, mais elle avait fait tellement de progrès ailleurs, puisqu'elle a eu un mode de scolarité qui a changé. Donc elle est passée de l'inclusion totale et elle commençait tout juste à s'investir dans la langue des signes. Et ensuite, elle était dans l'oral, donc elle s'était déjà beaucoup appuyée sur l'oral, tout ce qu'elle pouvait utiliser dans l'oral. Et ensuite, elle a découvert la langue des signes. Donc c'était une période où, entre ces 2 sessions, elle n'avait pas réinvesti trop l'oral. Donc on voit qu'elle n'a pas énormément progressé dans ces conditions. Alors, est-ce qu'il y a eu un réajustement de ces stratégies de mémorisation, justement, avec ce nouveau mode de communication qu'on lui a proposé? On note aussi que, justement, comme il y a eu un non-investissement de cet implant cochléaire pendant ces 2 années, on ne voit plus l'effet de cette utilisation de l'implant cochléaire, c'est-à-dire qu'elle était déjà à des bons scores par rapport à un enfant du même âge qui entend. Et elle n'a pas, au niveau des tâches de mémorisation, c'est une petite fille qui n'avait pas beaucoup progressé. Ensuite, je vais vous présenter un autre petit garçon. Donc, je passe le 2e garçon, qui pourrait être intéressant aussi, mais tant pis, je vous passe le 3e. Donc, Léon, c'est un petit garçon, surdité profonde, qui lui a été implanté très tôt, enfin tôt quand même, avant 2 ans, et qui avait un mode de communication, donc oral exclusivement. Et ensuite, on lui a proposé d'utiliser du code pour pouvoir avoir une meilleure perception de cette langue orale. Donc lui, il avait changé entre les 2 recueils, entre les deux fois où je l'ai rencontré, il a changé
son orientation. Donc au départ en inclusion totale, en CP avec un peu de soutien CEPS. Alors ça c'est du soutien, c'est nos établissements spécialisés qui proposent qu'il y ait des enseignants spécialisés et des professeurs qui peuvent venir l'aider sur son lieu de scolarisation. Et ensuite, il a été réorienté parce que lui aussi il se retrouvait en difficulté. Il avait du mal à apprendre à lire, à écrire, à parler. Et donc, il a été réorienté dans un regroupement spécialisé, mais pas en classe bilingue, là où on utilisait exclusivement du code. C'est donc une aide à la lecture labiale et qui permet d'améliorer la perception du langage oral. Et donc, il a eu du code intensivement. Il a beaucoup progressé. Et ça lui a permis de mettre du sens et de comprendre ce qu'il faisait en classe. Il s'appuyait déjà beaucoup sur son audition. Il reste une minute. Oui. Alors, donc voilà, donc là on voit, donc lui, l'intervalle de temps entre les 2 fois où je l'ai vu, c'est 1 an, donc on voit qu'il a énormément progressé, qu'il ne suffisait pas de grand-chose en fait pour que les choses se mettent en place. Et donc là, cette aide visuelle, qui est le code, l'a beaucoup aidé et lui a permis aussi de pouvoir enfin s'appuyer sur son audition. Donc on s'aperçoit que les conditions, ce que j'ai appelé I ou P plus S, c'est-à-dire les conditions avec, quand on a ajouté le son, la première session, en fait, il n'y avait pas de différence entre juste une image seule ou une image avec le son. Et puis d'un seul coup, avec cet enfant, une année après, avec l'utilisation du code, ça lui a permis de beaucoup progresser. Donc on voit un effet de l'utilisation de son implant cochléaire. On voit aussi un effet de l'utilisation du code. Et donc, c'est un enfant qu'on peut se dire, donc il est retourné dans du spécialisé, mais peut-être s'il continue de progresser comme ça, il pourra retourner dans du non spécialisé, comme on dit, donc en inclusion. Donc, je vais conclure. Donc, tout ça pour aussi dire que les enseignants spécialisés qui sont non consultés au moment du choix, mais nous, on est témoins de la multiplicité de ces parcours, des réussites et des difficultés engendrées par cette décision précoce. Donc c'est vrai qu'il y a un rôle qui est positif de la pose de l'implant sur l'acquisition et le développement du langage oral et écrit, mais il faut avoir en tête que ça ne permet pas d'accéder instantanément au langage oral et au développement cognitif. Et ça aussi fait que les enfants ont un développement cognitif qui est singulier. Le fonctionnement de la mémoire de ces enfants diffère de celle des enfants entendants. Une importance aussi pour nous de pouvoir faire des évaluations individuelles et de repérer les difficultés, mais aussi les fonctionnements efficaces de ces enfants pour qu'on puisse s'appuyer sur ce qui marche bien. Et puis bien sûr, l'importance d'une meilleure connaissance des capacités et compétences cognitives des enfants pour intervenir de façon plus adaptée. Et j'ajouterai aussi qu'il faut vraiment que les familles soient vraiment investies aussi. Parce que si ces familles ne s'investissent pas dans tout ce qui est la rééducation après la pose de l'implant, ça devient très compliqué pour développer un bon langage oral. Merci beaucoup. Et juste avant la pause, il nous reste le temps d'une question courte, réponse courte, même peut-être 3 questions. Et donc on a une question. Merci beaucoup. Ça marche ? Ouais. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. C'est moi qui ai une super oreille alors. Là, ça marche, mais là, si ça marche. Il faut que je parle très fort, quoi. Ça marche tout doucement. Je me posais la question de... en fait, je ne sais pas quoi conclure de votre exposé sur... Est-ce qu'il y a des stratégies à conseiller aux parents sur le choix de l'accompagnement de l'implant par soit la LPC, soit la LSF, etc., etc. Parce que moi j'avais l'impression que c'était ça un peu l'ambition de la recherche, mais est-ce que j'ai mal compris et voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, l'ambition de la recherche, c'était parce que moi, en tant qu'enseignant, j'avais remarqué des choses et des fonctionnements qui étaient quand même singuliers. Donc, j'ai cherché à savoir comment ils mémorisaient vraiment et dans quelles conditions ils mémorisaient le mieux. Ça, c'était vraiment l'objectif principal de la recherche. Après, par rapport aux familles, alors ça, c'est très compliqué. Quel choix faire? C'est vrai que quand on est des familles entendantes,
on a quand même envie de pouvoir parler avec son enfant, donc on aura envie de faire plutôt un choix, ce qu'on appellera un projet linguistique oral. Mais parfois, ça ne marche pas toujours très bien. Donc on va être obligé de proposer d'autres modes de communication, et le plus souvent, c'est la langue des signes. Parce qu'en fait, ce que nous, on note, c'est que donc l'oral, d'accord, mais après, c'est qu'est-ce qu'on comprend. Donc on peut produire, on peut parler, mais qu'est-ce que l'enfant comprend ? Qu'est-ce qu'il met en place au niveau des compétences et des apprentissages. Et donc là, on se rend compte parfois qu'ils sont vraiment dans un flou très général, et que la langue des signes, quand même pour un enfant implanté, en tout cas au départ, apporte du sens et les aide ensuite après à récupérer, si on peut dire, ce retard qu'il y a eu au départ. Alors là, je vous ai parlé, je vais présenter que des cas un petit peu particuliers. Il existe des enfants pour qui ça marche très très bien, parce que c'est quand même une technologie qui fonctionne très bien, et c'est des enfants qui au début ont un petit peu de code ou à peine, et puis qui ont réussi voilà, très très bien leur carrière scolaire, on va dire, parce que j'en ai suivi comme ça, et qui ont fait des études supérieures, et après qui se sont très bien débrouillés et qui sont complètement dans l'oral. Mais il faut quand même garder en tête qu'un implant, quand il est débranché, on reste sourd. Donc l'implant, d'accord, hein, on entend, mais on est toujours sourd. Donc ça aussi, il faut que les familles l'acceptent, et puis la personne aussi sourde. Mais je pense que moi, tous les élèves que j'ai rencontrés, finalement, ça, l'utilisent bien aussi, parce que quand ils en ont assez ou quand ils sont fatigués, ils coupent leur implant ou leur appareil, et comme ça, ils sont tranquilles. Donc voilà, donc, pour eux, je pense que c'est moins compliqué que pour les familles, pour leurs parents en tout cas. Après, quelle stratégie, qu'est-ce qui est mieux ? Ça, c'est très compliqué. C'est des débats. Et puis vraiment, nous, on n'est pas là, nous, on arrive après. C'est-à-dire que nous, en général, l'enfant, il est déjà implanté. C'est-à-dire ce choix, il a été fait. Donc, on fait avec. Voilà. Et quand il faut réfléchir sur réorientation et tout ça, c'est beaucoup de discussions. Des familles qui peuvent ne pas accepter, hein, voilà, dans un sens ou comme dans l'autre. Nous, on propose, et ensuite, ils acceptent ou pas. Merci beaucoup. Eh ben, oui, une dernière question dans ces cas-là. Merci de votre présentation. Une question plutôt technique. Est-ce que vous voyez une évolution du point de vue de la technologie ? Parce que ça a l'air assez imposant quand même autour de l'oreille. Alors que je vois que les petits implants pour les aides auditives, on peut mettre ça dans l'oreille et ça ne se voit plus. Alors que les implants... Et en plus, est-ce qu'il en faut deux, ou en général on n'en pose qu'un ? Non, en général, alors ça dépend si on veut avoir la stéréophonie, comme on dit, entendre des deux oreilles. Donc après, si on va implanter, alors là je ne suis pas médecin, mais en général l'oreille qui marche la moins bien, et on va garder peut-être celle qui marche la mieux, et à l'aide d'une prothèse aussi. Alors quand c'est comme ça, on va attendre un petit peu, on va peut-être pas proposer les deux types d'appareillage aux enfants. Il y aura d'abord l'implant, et ensuite, quand il se sera habitué à l'implant, parce qu'il n'entend pas tout à fait comme une personne qui entend, il y aura la prothèse. Après, au niveau de technologie, oui, ça a beaucoup progressé quand même, parce qu'au départ, même, il y avait moins d'électrodes. Aujourd'hui, il y en a encore plus. Donc, c'est-à-dire que ça s'approche de plus en plus du son qu'on pourrait entendre lorsqu'on entend. Mais moi, dans les élèves que j'ai, non, ils sont habitués. Alors, c'est vrai que ça se voit. Donc, les filles, souvent, elles ont des cheveux assez longs, elles peuvent le cacher. Les garçons, un peu moins. Bon, voilà, parfois ça peut être mal vécu. Enfin voilà, puis il peut y avoir aussi. Alors ça dépend, peut-être le collège, c'est les années où c'est le plus difficile, où ils sont pas toujours très tendres entre eux, et donc il peuvent y avoir des moqueries sur l'appareillage, etc. Ouais. Merci beaucoup. On va...